Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Jeffrey Sachs. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Ravi de vous revoir. Merci. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est le déclin de la diplomatie au cours des 30 dernières années, du moins la qualité de la diplomatie, ainsi que le déclin des mouvements pacifistes. Au moins pendant la guerre froide, nous avions le bon sens de dialoguer avec nos adversaires et il nous était permis de discuter des préoccupations sécuritaires de nos opposants. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. En fait, nous pourrions être confrontés à une situation similaire à la crise des missiles de Cuba, suite à l'attaque contre les forces nucléaires russes, avec, je suppose, le soutien probable des États-Unis et d'autres pays de l'OTAN. Pourtant, je ne vois rien de tel. Au lieu de tout faire pour éviter l'Armageddon, nos médias et nos gouvernements semblent plutôt penchés vers la célébration. Comment expliquez-vous cette folie? Car cela n'était pas normal auparavant. C'est une forme de folie, car nous sommes tous en danger à cause des événements de ces derniers jours. L'attaque contre des bombardiers stratégiques au cœur de la Russie, menée par les Ukrainiens, mais presque certainement par une agence de renseignement occidentale, constitue une provocation d'une ampleur extraordinaire pour de nombreuses raisons. Et pourtant, comme vous le dites, on en parle comme s'il s'agissait d'une victoire dans un jeu vidéo, d'un simple coup habile de plus, plutôt que d'une déstabilisation profonde, une nouvelle déstabilisation profonde du cadre des armes nucléaires. Une partie du problème qu'il convient de mentionner dès le début, c'est que les bombardiers russes, selon de nombreux témoignages faisant autorité, étaient à la vue des satellites précisément à cause des accords de contrôle des armements nucléaires qui exigeaient que les forces stratégiques soient surveillées par l'autre camp, les rendant ainsi exposés. Aujourd'hui, l'Ukraine est intervenue utilisant le renseignement occidental pour cette attaque. Bien sûr, on ne nous dit rien et on ne nous dira jamais sur le rôle de la CIA et du MI6 dans cette attaque. Mais il y a de très bonnes raisons de croire que ces organisations ont soit dirigé cette attaque, soit y ont été profondément impliquées. Mais quoi qu'il en soit, les renseignements provenant des États-Unis ont été utilisés pour cette attaque. Et il n'y a que de la jubilation face à cet événement, même si cela sape un élément crucial du contrôle des armements nucléaires entre les deux superpuissances nucléaires. La légèreté, la folie, l'irresponsabilité du comportement occidental et des médias occidentaux sont choquantes, absolument choquantes. Et elles ne témoignent d'aucune compréhension, ni d'aucune lucidité face aux dangers mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Maintenant, vous soulevez la question, pourquoi en est-il ainsi? Et bien sûr, c'est un mystère. C'est ce que nous essayons de comprendre. Où est même passé l'instinct de survie? Parce qu'avec ce genre d'irresponsabilité, nous nous rapprochons de plus en plus d'une guerre nucléaire. Et chaque fois que ce risque est évoqué, on nous dit « Ne vous inquiétez pas, c'est du bluff. Il n'y a pas de raison de s'en préoccuper. » Ce qui en soi est une forme d'idiotie irresponsable, car bien sûr nous faisons face à de vrais dangers et aucun responsable politique ne devrait être assez obtus pour ne pas le comprendre. Alors d'où vient tout cela? Je pense qu'au fond, il s'agit de l'arrogance profonde du gouvernement américain et de ses agences de renseignement alliées après la fin de l'Union soviétique. À mon avis, tout ce que nous vivons depuis 34 ans, depuis la disparition de l'Union soviétique en 1991, reflète une arrogance choquante de l'appareil sécuritaire des États-Unis et de la CIA, qui depuis ce moment s'estimait en droit d'agir en toute impunité, d'agir unilatéralement, d'abandonner tous les cadres de traités et tous les accords.
Et cette arrogance, bien sûr, est née de l'idée américaine selon laquelle elle était désormais l'hégémon mondial incontesté et qu'elle pouvait agir à sa guise, qu'il s'agisse de lancer des guerres, de renverser des États, de fomenter des coups d'État et des assassinats, ou d'abandonner le cadre des armes nucléaires. L'attaque de cette semaine était une forme d'abandon du cadre des armes nucléaires. Mais il y en a eu beaucoup d'autres depuis la fin de l'Union soviétique. Les États-Unis ont essentiellement abandonné un engagement après l'autre en matière de traités, à commencer en 2002 par l'abandon unilatéral par les États-Unis du traité sur les missiles antibalistiques et en 2019 par l'abandon du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Bien sûr, dans la phase actuelle du conflit entre les États-Unis et la Russie en Ukraine, avec la fin effective du traité New START, nous n'avons plus de cadre de contrôle des armements nucléaires parce que les États-Unis s'en sont retirés unilatéralement. Et les actions de cette semaine renforcent encore le sentiment du côté russe d'être sous une attaque stratégique des États-Unis. C'est extraordinairement dangereux et irresponsable, d'autant plus que les risques ne sont même pas reconnus, ils ne sont même pas admis, ils ne sont même pas mentionnés. Nos médias traditionnels sont tellement obtus et ignorants, ou alors tellement sous la coupe de la CIA, que nous n'avons pas la moindre idée des implications de ce qui s'est passé cette semaine. Cela ne se produit pas non plus dans un vide. Je veux dire, la trajectoire globale du monde aujourd'hui, non seulement nous soutenons et aidons, du moins beaucoup de pays européens et les États-Unis, un génocide à Gaza, mais il y a aussi ces menaces de guerre avec l'Iran, qui pourraient à elles seules devenir une guerre mondiale, et des discussions sur une guerre avec la Chine, qui pourrait également mettre fin au monde. Et maintenant, attaquer les forces nucléaires de la Russie, ce qui aurait été un scénario cauchemardesque pendant la guerre froide. Et, c'est simplement, comme vous l'avez dit, balayé d'un revers de main. Et en effet, c'est présenté comme si, vous savez, si vous êtes pro-Ukraine, alors vous devez applaudir comme un phoque. Et si vous êtes critique, alors vous êtes d'une certaine manière pro-russe. C'est un peu le nouveau niveau intellectuel que nous avons. Et ce n'est pas seulement les médias, ce sont aussi les politiciens. Ils ressemblent à des fanatiques. Je ne comprends pas. Encore une fois, où est l'opposition? Pourquoi n'y a-t-il pas de mouvement pour la paix? En effet, le mouvement pour la paix semble soutenir que la paix dépend, vous savez, de la défaite de la Russie. Je n'arrive pas vraiment à comprendre cela. Je ne sais pas comment sommes-nous devenus les fanatiques ici. La seule chose que je peux dire à ce sujet, en essayant de comprendre, c'est que ces va-t-en-guerre acharnés comme Starmer, Emmanuel Macron ou Merz sont impopulaires dans leur propre pays. On pourrait donc dire qu'une partie de cette approche est entretenue par l'effondrement progressif de l'éthique démocratique, dans la mesure où ce qui se passe ne reflète pas dans l'ensemble l'opinion publique. Et cela, malgré le fait que le public est inondé de propagande en faveur de cette guerre qui se poursuit. Il n'est pas vrai que le grand public en Europe ou aux États-Unis souhaite cette guerre. Ainsi, non seulement les politiciens et les médias d'entreprise poursuivent inlassablement la voie de la guerre, mais malgré toute la propagande, ils n'ont pas l'opinion publique derrière eux pour soutenir la guerre. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'existe aucune opposition organisée à cela qui ait le moindre effet. Les hommes politiques ont parfois des taux d'approbation de l'ordre de 10 ou 20%, et pourtant ils parviennent tout de même à exercer leurs fonctions. Leur gouvernement ne tombe pas. Les opposants accèdent rarement au pouvoir, en partie parce que ceux qui pourraient former l'opposition sont écartés du pouvoir, soit en étant disqualifiés lors des élections,
comme cela s'est produit en Roumanie et peut-être en France actuellement, soit par une coalition des partis historiques au pouvoir qui s'unissent pour tenter de former des coalitions très fragiles afin de bloquer les voix opposées à la guerre. Je pense donc que cela ajoute simplement un niveau supplémentaire de complexité à votre question, à savoir, pourquoi nos institutions politiques sont-elles si totalement inefficaces pour exercer un certain contrôle sur cette situation, malgré son impopularité évidente. Il est vrai que dans l'ensemble, les gens ne descendent pas dans la rue. Cela soulève d'autres questions, même si ce n'est pas une forme très efficace de contrôle sur la politique étrangère. Nous avons en fait perdu le contrôle de nos institutions politiques sur la politique étrangère. Je pense que la politique étrangère aux États-Unis a été guidée pendant des décennies par ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire les institutions économiques non responsables qui opèrent dans le secret et par le mensonge, la CIA en tête, mais pas seulement. Ainsi, l'anesthésie de notre vie politique, l'irresponsabilité de notre politique étrangère font partie de cette histoire. Encore une fois, cela naît de l'arrogance qui s'est emparée de la politique étrangère américaine et apparemment, à ma grande surprise, de celle des États vassaux des États-Unis en Europe, et ce dans une mesure incroyable après 1991. Mais il existe une sorte d'effet anesthésiant, un profond cynisme et scepticisme à travers l'Occident quant au bon fonctionnement de nos institutions. Nos gouvernements sont impopulaires, et à juste titre, mais cela ne conduit pas, jusqu'à présent, à une remise en question ou à une autocorrection. Trump est une figure déconcertante, et je pourrais dire intéressante dans cette affaire. Bien sûr, il est tellement instable dans son comportement, dans sa manière d'être, dans ses messages, qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'en tenir avec Trump. Mais on perçoit parfois l'idée qu'il aimerait que la guerre en Ukraine s'arrête, mais il semble incompétent ou incapable d'y parvenir. Peut-être tout simplement pas aux commandes. Lorsqu'on considère un événement qui vient de se produire, où l'Ukraine a pris une initiative profondément dangereuse et déstabilisante, il n'y a pas un mot de la Maison-Blanche, pas la moindre expression d'inquiétude. Il y a la question interne. Qui savait quoi et quand? Encore une fois, je pense que la grande majorité des experts considèrent, bien sûr, qu'il s'agissait d'une opération planifiée et exécutée par la CIA, et non d'une action menée discrètement pendant 18 mois par un pays totalement dépendant du renseignement américain. Il y a des informations selon lesquelles le secrétaire à la Défense des États-Unis aurait regardé tout cela en temps réel. Que ce soit vrai ou non, encore une fois, nous ne le savons pas et nous ne le saurons pas, car le gouvernement ment et il n'y aura aucune preuve définitive à ce sujet. Tout cela irait à l'encontre du récit public selon lequel Trump essaye de rassembler les partis autour de la table des négociations. Et puis, lorsqu'un événement comme celui-ci se produit, nous n'avons aucune explication, aucun commentaire, même pas un point d'interrogation soulevé par ces imbéciles du New York Times, du Wall Street Journal ou du Washington Post, comme si c'était même une question à poser. Alors, Trump joue-t-il un rôle dans la politique étrangère? Ce n'est pas clair, mais cela ne fait qu'ajouter au mystère. Eh bien oui, il semble, enfin, je suppose que c'est évident, que les services de renseignement américains et probablement britanniques ont dû participer, ou du moins au minimum être au courant de cela, et donner leur approbation. Mais y a-t-il une chance que Trump n'ait pas été informé? Parce que, vous savez, soit il est complice, soit c'est, je suppose, une démonstration spectaculaire d'incompétence. Il ne cesse de répéter que ce n'est pas sa guerre. Mais comme vous l'avez dit, avec son silence, aucune déclaration, cela devient aussi désormais la sienne.
c'est maintenant l'attaque de Trump contre les forces nucléaires russes. Pensez-vous qu'il y ait une chance qu'il n'ait pas été au courant de cela? Parce que j'essaie de comprendre s'ils sont fous ou désorganisés. C'est très difficile de comprendre ce qui se passe. Exactement. Je suis désolé, je ne peux pas donner de réponse. Je suis tellement éloigné de l'intérieur de cette affaire. Je dirais qu'il y a de bonnes chances que Trump, personnellement, n'était pas au courant. Ce n'est pas quelqu'un d'organisé. Il ne traite pas systématiquement les briefings de renseignement. Même dans ce cas, un président avec une telle responsabilité, après coup, devrait dire quelque chose au public, dire quelque chose à la CIA, dire quelque chose aux Russes, dire quelque chose pour empêcher que cela ne dégénère en catastrophe. Encore une fois, a-t-il dit quelque chose en privé? J'en doute. Pas avec le fonctionnement de cette Maison-Blanche. Cela ne se serait pas produit sans que ce soit su d'une manière ou d'une autre. Mais le fait, évident en surface, qu'il n'ait rien dit publiquement, est également profondément insidieux dans ses implications pour tenter d'aboutir à une forme de règlement négocié de cette guerre. En réalité, comment la Russie pourrait-elle négocier la paix si des opérations de renseignement complexes, visant le cœur même de sa sécurité nationale, sont menées de cette manière au moment même où les États-Unis font pression pour des négociations de paix? La réponse est qu'elle ne le peut pas. La Russie ne peut évidemment avoir aucune confiance, bien sûr, dans le régime ukrainien. Cela va de soi. Mais la Russie ne peut pas non plus avoir confiance dans le gouvernement des États-Unis dans de telles circonstances. Cela rend extraordinairement difficile d'envisager une autre perspective que la poursuite de la guerre. Il est largement soutenu et cru que telle est l'intention de l'État profond. Encore une fois, cela soulève toutes sortes de questions. Pour quelles raisons la CIA, le MI6 et d'autres souhaitent-ils la poursuite de la guerre? Est-ce simplement parce que c'est bon pour les affaires? Eh bien, cela en fait sans doute partie. C'est l'état d'esprit, c'est l'incitation. Il se peut que ce soit aussi vrai pour Zelensky et son entourage, que ce ne soit qu'une opération lucrative, leur affaire. Cela pourrait être l'arrogance, l'absence de responsabilité et l'imprudence que nous avons vues à l'œuvre à maintes reprises dans la politique étrangère américaine au cours des 34 dernières années. Encore une fois, il s'agit de questions ouvertes plutôt que, du moins en ce qui me concerne, de réponses définitives, car il n'existe aucun compte-rendu honnête de tout cela. Alors, comment la Russie peut-elle réagir à cela? Ou avez-vous, je suppose, des prédictions éclairées? Parce que j'ai parlé ce matin avec un ancien ambassadeur indien, Badr Kumar, qui est habituellement très posé et prône la désescalade. Mais cette fois, il considérait qu'il serait irresponsable de ne pas réagir. Il soutenait donc en substance que la Russie devrait désormais lancer ses missiles Oriol et, encore une fois, déchaîner sa fureur contre ses adversaires. Non seulement l'Ukraine, mais aussi les pays occidentaux qui avaient attaqué ses forces nucléaires. Encore une fois, ce n'est pas. Cela découle de la logique selon laquelle on ne peut pas assurer la stabilité internationale sur la base de la dissuasion nucléaire si l'on accepte que cela devienne la nouvelle norme, qu'à partir de maintenant, on puisse attaquer les forces nucléaires de la Russie, détruire ses bombardiers nucléaires, et que, d'une manière ou d'une autre, la Russie ne réagisse pas. Encore une fois, ce serait un scénario cauchemardesque, pour être honnête, si cela arrivait. Mais comment la Russie peut-elle réagir maintenant? Parce que s'il n'y a pas de réponse, cela pourrait être perçu comme encore plus irresponsable qu'une véritable riposte. Alors comment maintenir la dissuasion nucléaire s'il n'y a pas, je suppose, de frappe de représailles?
Un problème fondamental pour parvenir à la paix est que, lorsque l'un des camps fait preuve de retenue, si l'autre interprète cela comme une faiblesse et en profite pour attaquer, alors évidemment, faire preuve de retenue, ce qui est une condition préalable à la paix, devient impossible. Et c'est cette logique mortelle que les néoconservateurs et l'État profond appliquent depuis plus de 30 ans. Toute manifestation de retenue d'un côté a été interprétée par les États-Unis comme une invitation à être encore plus agressif. Et c'est un argument qui a été immédiatement avancé à la suite de cette attaque contre les bombardiers stratégiques russes. Vous voyez, comme l'Ukraine est intelligente. Vous voyez comme ils ont de la combativité. Vous voyez comme cela doit continuer et peut continuer. Et nous avons des imbéciles absolument épouvantables comme le sénateur Lindsey Graham, qui est l'un des principaux idiots de la politique américaine et qui se réjouit bruyamment de tels événements. L'implication de tout cela, en effet, c'est que les extrémistes des deux camps l'emportent. Et lorsque les extrémistes des deux camps l'emportent, cela signifie l'escalade. Lorsque l'escalade survient entre deux superpuissances nucléaires, cela signifie que nous nous rapprochons du risque d'une guerre nucléaire totale. Et c'est précisément ce qui s'est produit cette semaine. Nous espérons, contre toute attente, que la Russie n'attaquera pas l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou les États-Unis en représailles. La Russie interprète cela comme une attaque directe des États-Unis et de la Grande-Bretagne, car elle suppose, avec une grande plausibilité et sans démenti, ou sans démenti convaincant, que l'Occident était profondément impliqué dans cette affaire, ou aurait dû l'être, puisque ce régime est leur création. Donc, selon la Russie, oui, il y a cette responsabilité de l'Occident. Si une telle attaque directe devait se produire, nous serions facilement et évidemment confrontés à une spirale menant à la guerre nucléaire. Ce que je pense être plus probable et plus plausible, c'est que la Russie interprète cela comme la nécessité de vaincre militairement l'Ukraine. Et c'est ce qu'a déclaré l'ancien président Medvedev immédiatement après cette attaque. Que cela signifie clairement que le régime ukrainien doit cesser d'exister. Et je pense que c'est l'interprétation la plus plausible de tout cela. Je crois donc que cela signifie une escalade de la guerre en Ukraine. Et cela détruit assurément le fondement même de toute forme de paix qui, en apparence, était l'objectif du président Trump. Eh bien, ma dernière question est en fait celle qui devait être la première, la suivante. Pourquoi ne discutons-nous plus des préoccupations de sécurité de nos adversaires? Car encore une fois, le point de départ en matière de sécurité internationale, c'est que si l'on veut renforcer la paix, il faut discuter des préoccupations de sécurité mutuelles et trouver un moyen de les atténuer. En l'absence de cela, la seule façon d'assurer sa sécurité est de vaincre ses adversaires, d'attaquer leurs forces nucléaires, de les détruire sur le champ de bataille. Donc toute la logique de la création de la paix n'est en réalité plus présente. La diplomatie n'est pas au rendez-vous. Si vous n'êtes même pas capable de reconnaître que votre adversaire a des préoccupations légitimes en matière de sécurité, et cela ne concerne pas seulement la Russie, on le voit aussi avec l'Iran, avec la Chine, ou avec les préoccupations sécuritaires de n'importe quel autre pays, on adopte presque toujours une vision caricaturale en considérant simplement que les adversaires ont de mauvaises intentions. Pourtant, cela n'a pas toujours été ainsi. Pourriez-vous expliquer comment nous en sommes arrivés à cette situation, où nous restons ignorants, incapables de discuter des préoccupations sécuritaires de nos adversaires? Je pense qu'il existe une vision qui explique cette approche, mais il y a aussi un argument plus profond, selon moi. Une première opinion est que la diplomatie est inutile. C'est une opinion largement répandue. On ne peut pas faire de diplomatie,
L'autre camp est malveillant et triche, donc la diplomatie n'est qu'un exercice de naïveté. Cela trouve un large écho dans tous les récits et discours publics en Occident. Essentiellement, on répète sans cesse « Munich 1938, à quoi bon la diplomatie ?» L'autre camp va tricher. Il ne faut pas apaiser, il ne faut pas être idiot, il ne faut pas se faire avoir. La diplomatie est inutile. Voilà donc une première vision, selon laquelle les diplomates ne sont que du bruit de fond naïf. Le vrai problème, c'est le pouvoir. Ceux qui partagent cette opinion pensent que le conflit est inévitable et que c'est là la véritable réalité des choses. Donc, toute personne qui parle de faire la paix est, vous savez, un professeur d'université qui ne comprend pas le monde réel. C'est donc une vision qui est extraordinairement dangereuse, extraordinairement anhistorique, extraordinairement irresponsable, surtout à l'ère nucléaire. Mais c'est une vision largement répandue. Cela soulève une deuxième question. D'où vient réellement cette vision? Et je pense qu'il y a peut-être deux éléments de réponse. L'un est intellectuel. J'accuse beaucoup la théorie des jeux à ce niveau, en fait, car la théorie des jeux telle qu'elle est pratiquée, de manière très naïve, consiste à ne pas parler à son adversaire. On calcule en fonction de ses mouvements. Et donc, il n'y a pas besoin de diplomatie dans la théorie des jeux. L'ironie, bien sûr, dans la théorie des jeux, c'est que l'on finit souvent par un désastre mutuel, comme la théorie des jeux le montre. Ainsi, la théorie des jeux passe à côté d'une certaine manière du fait que ce type de comportement est mutuellement imprudent. Mais je pense que fondamentalement, j'en reviendrai à une autre perspective. La plupart des pays dans le monde essayent encore de pratiquer la diplomatie. La diplomatie n'a pas disparu. Il y a eu de la diplomatie entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ce qui a constitué un rapprochement très important. Il y a de la diplomatie en cours dans de nombreuses régions du monde. C'est en Occident, et principalement au sein de l'Alliance américaine, que la diplomatie a disparu. Et je crois qu'au fond, cela ne vient ni de la théorie des jeux, ni de la perception du mal de l'autre camp, mais de l'arrogance du pouvoir. Je reviens à l'idée fondamentale selon laquelle les dirigeants américains en sont venus à croire, au fil de nombreuses décennies, qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et cette vision perdure aujourd'hui. Il n'y aurait aucune limite au pouvoir, et en fin de compte, les États-Unis l'emporteront, et devraient donc tout se permettre. Renverser des gouvernements, tuer des opposants, soutenir des génocides, fournir des renseignements pour détruire les bombardiers stratégiques de l'adversaire, et ainsi de suite, parce que les États-Unis sont et restent la puissance incontestée du monde. Bien sûr, à mon sens, c'est de la folie, et non une description fidèle de l'état du pouvoir à l'ère nucléaire, où les États-Unis sont vulnérables à la destruction précisément à cause des types d'actions qu'ils entreprennent, c'est-à-dire des provocations contre d'autres puissances nucléaires. Mais je crois que c'est précisément cet état d'esprit, au cœur du problème, qui a conduit à la destruction de la diplomatie au cours des 30 dernières années. Je dirais qu'il existe un précédent à cela. À mon avis, la Grande-Bretagne s'est comportée avec des mensonges répétés, presque incessants, et un cynisme constant durant son apogée en tant qu'hégémon mondial. La Grande-Bretagne n'a jamais respecté les traités, les a toujours rompus aux moments opportuns, et a toujours considéré le pouvoir comme l'enjeu ultime. Cette vision découlait de la supériorité de la puissance britannique, non de la logique du conflit ou de la logique de la paix. Je pense donc que ce que nous voyons, c'est une sorte de tradition anglo-saxonne qui perdure depuis 2 siècles et qui n'a pas encore été maîtrisée par la réalité de notre époque. La réalité est celle d'un monde multipolaire, mais l'état d'esprit reste celui d'un monde unipolaire.
Eh bien, professeur Sachs, comme toujours, merci beaucoup d'être aussi généreux de votre temps. Et oui, j'aurais aimé qu'il y ait un sujet plus réjouissant. C'est tout simplement horrifiant. Mais, encore une fois, merci. Eh bien, nous poursuivrons les discussions. Je suis reconnaissant de pouvoir les avoir avec vous. Merci beaucoup et à bientôt. See you soon.